La lumière était déjà tombante, une sorte de gris sale qui filtrait à travers les nuages bas quand j'ai enfin coupé le moteur. Le voyage avait été un enfer. Pas juste la route, les heures englouties sur l'autoroute, le ronronnement hypnotique du moteur qui s'incruste jusque dans les os. C'était cette conférence à Bordeaux, ces discussions sans fin sur des chiffres qui n'avaient plus de sens, cette politesse forcée qui me vidait l'esprit. Chaque kilomètre me rapprochant de Paris était une promesse de retrouver le calme, le silence de notre appartement, le visage d'Élise, même si elle n'était pas censée m'attendre. J'avais prévenu ma boîte que je rentrerais un jour plus tôt, une simple lassitude, un besoin irrépressible de me poser, de décharger le poids de ces journées. Je n'avais rien dit à Élise. Je voulais la surprendre. Ou peut-être que je me cherchais une excuse, un prétexte pour ne pas affronter un quelconque changement de plan. Mes doigts étaient engourdis autour du volant, l'épaule droite nouée. Le petit sac de voyage, un vieux polochon en toile de couleur olive, me paraissait peser une tonne quand je l'ai extrait du coffre. Le parking souterrain était plongé dans une pénombre habituelle, l'odeur persistante de gazole et d'humidité qui m'accueillait toujours. Les néons crépitaient faiblement au-dessus, projetant des ombres longues et distordues. Je n'ai croisé personne. Une bénédiction, à ce moment-là. Je n'avais pas la moindre envie d'échanger des banalités, de forcer un sourire. Juste monter, laisser mes chaussures dans l'entrée, jeter mon sac et m'effondrer sur le canapé. C'était tout ce que je voulais. La cage d'escalier était silencieuse, les tapis élimés absorbent le bruit de mes pas lourds. Au 3e étage, j'ai cherché mes clés. Le petit trousseau, les 3 anneaux qui tintinabulaient faiblement, m'a semblé étrangement léger dans ma main. La porte de notre appartement. Je l'ai toujours aimée, cette porte. Solide, en bois clair, avec cette petite rayure en bas à gauche qu'Élise avait faite un jour en déplaçant un meuble. Un détail insignifiant, mais un de ces 1001 détails qui construisaient notre histoire, notre foyer. J'ai glissé la clé dans la serrure. Un clic sec, familier, presque rassurant. J'ai poussé la porte doucement, pour ne pas faire de bruit, pour ne pas la réveiller si elle dormait encore. Il n'était que 10 heures du matin, mais après la route, c'était l'heure du repos pour moi. La pièce était baignée d'une lumière douce, le rideau de lin tamisant le jour. Un calme parfait. Un calme astérisque trop astérisque parfait. La poussière dansait dans les rayons obliques. Et puis, l'odeur. Elle m'a frappé en plein visage, m'a enveloppé, m'a piqué le nez. Pas le vague fumet de café froid et éventé qu'on trouve le matin après que la machine a fini de couler. Non. C'était une odeur vive, riche, presque crémeuse. L'odeur d'un café fraîchement moulu, à peine infusé, un arabica puissant, avec ses notes de chocolat et de noisettes que je connaissais si bien. Notre café. Celui qu'Élise adorait. Mon cerveau, engourdi par la fatigue, a mis quelques secondes à enregistrer l'anomalie. Mes pas m'ont porté instinctivement vers la cuisine, comme si cette odeur agissait comme un fil invisible me tirant dans une direction que je ne pouvais pas ignorer. Le parquet a craqué sous ma botte, un son minuscule mais qui a résonné dans le silence de l'appartement comme un coup de fusil. Je me suis figé. J'ai retenu mon souffle. Mon cœur a commencé à battre, un rythme lourd et sourd, un métronome fou dans ma poitrine. La cuisine. Elle était rangée, comme toujours. Les torchons pliés sur le comptoir, le bol de fruits frais débordant de mandarines et de kiwis. Et là. Sur la petite table en bois clair que nous avions chiné ensemble dans une brocante du Luberon. 2 tasses. 2 tasses en céramique blanche, nos tasses, celles avec les petits motifs bleus que nous avions achetés lors d'un week-end à Honfleur. L'une à côté de l'autre. Des volutes de vapeur s'élevaient encore doucement de la surface sombre du liquide. Des volutes. Elles étaient chaudes. Je me suis approché, ma main tremblante. J'ai posé le bout de mon index sur le rebord de l'une d'elles. Tiède, presque chaude. Le café était récent. Très récent. Moins de 15 minutes, peut-être même 5. Je vivais seul avec Élise. Elle était censée être au bureau. Je n'avais pas dit que je rentrais. Mon esprit s'est emballé, une machine infernale se mettant en marche à toute vitesse, chaque rouage grinçant, chaque engrenage s'entrechoquant avec une violence inouïe. Pourquoi 2 tasses? Qui était l'autre personne? La question a cogné dans ma tête comme un marteau. Une panique froide a commencé à se répandre dans mes veines, une certitude glaciale, impossible à rejeter. Ce n'était pas un ami venu par hasard. Pas un voisin.
Pas un coursier qui aurait fait une pause café. Mon corps savait, avant que mon cerveau ne veuille l'accepter. J'aurais pu crier. J'aurais pu jeter les tasses par terre, envoyer valser la table. J'aurais pu faire du bruit, l'appeler, la confronter, lui demander des explications. Mais une autre pensée, une idée plus insidieuse, plus vile, s'est emparée de moi. La curiosité. La peur. La lâcheté. Je voulais voir. Je voulais savoir, sans l'alerter, sans la prévenir. Observer. C'était dégueulasse, je le savais. C'était se transformer en une sorte d'espion de ma propre vie. Mais la perspective de ne pas savoir, de rester avec cette certitude diffuse mais non confirmée, était pire. C'était un gouffre. Mon regard a balayé la cuisine, cherchant un indice, un signe. Rien. Tout était en ordre. Trop en ordre. Le silence était redevenu écrasant, assourdissant, amplifié par les battements furieux de mon cœur. Je me suis reculé de la table, mais pas feutré par le choc, par cette nouvelle réalité qui venait de s'abattre sur moi. Où aller ? La première idée, celle d'un instinct de survie primaire, a été de disparaître. De m'effacer. Le placard de l'entrée. C'était là. Juste à côté de la porte d'entrée. Un espace sombre, étroit, rempli de nos vieux manteaux d'hiver, de parapluies et de boîtes de chaussures que nous n'avions jamais prises le temps de trier. J'ai glissé, littéralement, mes pieds hésitants sur le parquet. Mon sac de voyage, le polochon vert olive, est resté au sol dans le couloir, un témoin muet de mon retour inattendu. J'ai ouvert la porte du placard. Elle a gémi un peu, un petit couinement plaintif qui m'a paru assourdissant. J'ai eu peur. Peur qu'elle entende, peur qu'il entende. Peur qu'il m'ait déjà repéré. J'ai senti la sueur perler sur mon front, un filet glacé couler dans mon dos. L'espace était confiné, l'odeur du tissu ancien, du cèdre motte-ballé, du cuir passé de nos bottes d'hiver. J'ai refermé la porte derrière moi, un geste lent, précautionneux, presque inaudible. Le noir était total. Une obscurité dense, oppressante. Je pouvais sentir le tissu des manteaux effleurer mon visage, mes bras. La respiration m'est devenue difficile, l'air vicié, chaud. Mon corps entier était tendu, raide comme une planche, chaque muscle contracté. Je sentais le bois brut du fond du placard contre mon dos, la pression des cintres sur mes épaules. Mes yeux, grands ouverts, ne voyaient rien. Seules mes oreilles, devenues d'une acuité insupportable, essayaient de capter le moindre son. Le moindre mouvement. J'ai attendu. Je ne savais pas combien de temps j'allais devoir attendre, ni ce que j'allais voir, ni ce que j'allais entendre. Mais l'alternative, celle de rester dans le doute, dans cette demi-vérité douloureuse, était impensable. J'attendais ce que je ne voulais surtout pas voir. Ce que je savais déjà, au fond de moi, que j'allais voir. L'air du placard était lourd, saturé de l'odeur des vieilles couvertures et d'un vague parfum de naphtaline que je n'avais pas senti depuis des années. Mon dos était courbé, mes genoux pliés de manière inconfortable, chaque muscle hurlait déjà sous la contrainte de la position. Un fin filet de lumière filtrait sous la porte, juste assez pour distinguer la poussière danser dans l'immobilité apparente, comme de minuscules mondes tourbillonnant sans but. Mes yeux, habitués à la pénombre, captaient chaque détail de ce prison qui était le mien, les cintres froids qui frôlaient mes joues, le revers râpeux de mon vieux manteau d'hiver contre mon épaule, le sac de sport d'Élise, oublié là, dont l'odeur de chlore et de tissu mouillé me ramenait à une routine partagée. Dehors, le silence n'était pas un silence. C'était une toile sur laquelle chaque son était brodé avec une intensité insoutenable. Le frigo qui ronronnait doucement dans la cuisine, un camion qui passait au loin dans la rue, le chant hésitant d'un oiseau sur le rebord de la fenêtre du salon. Et puis, au-delà de ces bruits quotidiens, quelque chose d'autre, une vibration sourde qui venait du salon. Un rire, oui, c'était un rire. Pas celui d'Élise que je connaissais, le rire clair et un peu rauque qu'elle avait quand elle était vraiment amusée. Non, celui-ci était plus étouffé, plus complice. Un filet d'air froid me saisit l'estomac. Qui était là? Avec elle? Mon cerveau refusait de former la phrase, de coller les mots ensemble. Mon souffle se fit plus court. Chaque craquement du vieux parquet sous des pas légers devenait un coup de marteau sur mes tempes. J'imaginais les silhouettes, les gestes. Est-ce qu'ils buvaient ce café? Étaient-ils assis l'un près de l'autre sur le canapé où j'avais l'habitude de lire? Mon cœur cognait contre mes côtes,
un rythme irrégulier qui emplissait l'espace exigu de ma cachette. Une torture lente, insidieuse. J'avais envie de hurler, de cogner, de briser cette porte, mais je restais là, paralysé, obsédé par l'idée de comprendre, de voir. De saisir l'ampleur exacte du précipice qui s'ouvrait sous mes pieds. C'était ça, la lâcheté? Ou le besoin viscéral d'une preuve irréfutable, d'une image si nette qu'elle ne pourrait jamais être effacée ou niée? Dans cette attente forcée, mon esprit, comme un projecteur défaillant, s'est mis à balayer notre passé. Les images défilaient, tantôt claires, tantôt brouillées par le tumulte du présent. Je me revoyais il y a des années, le matin, le bruit de ses clés dans la serrure, ce jingle si particulier, presque une mélodie, qui annonçait son retour à la maison après le travail. Je me souviens de l'odeur de son shampoing aux agrumes, un matin de printemps, le soleil filtrant à travers les volets entr'ouverts, ses cheveux mouillés sur l'oreiller, le contact frais de sa peau contre la mienne. Nos discussions banales, oui, mais si précieuses, sur le choix du plat pour le dîner, sur un film vu la veille, sur les projets de week-end, sa main sur mon avant-bras, son regard doux qui cherchait le mien. Chaque détail, chaque petite habitude construite sur des années de vie commune, ces fondations invisibles qui soutiennent une existence, tout remontait à la surface. Le rire qu'elle avait quand je faisais une blague stupide, la façon dont elle plissait le nez en lisant un livre, la chaleur de sa tasse de thé dans ses mains le soir, blottie contre moi. Ces images étaient si réelles, si palpables, que j'avais l'impression de pouvoir les toucher, de respirer cet air d'antan. C'était la substance même de mon bonheur, de ma normalité. Comment tout cela pouvait-il coexister avec ces 2 tasses de café? Avec ce rire étouffé qui m'arrivait maintenant par vagues. Puis, le projecteur défectueux a changé d'angle, et les images douces ont été parasitées par des souvenirs plus récents, des fragments que mon esprit avait relégués à des zones sombres, des micro-fissures que j'avais ignorées avec une naïveté que je trouvais à présent insupportable. Son regard fuyant parfois. Je me souviens de cette soirée d'hiver, il y a peut-être 6 mois. On parlait de nos vacances d'été. Je lui avais demandé si elle était excitée à l'idée de retourner dans notre petit village en Toscane. Elle avait détourné les yeux, une fraction de seconde, vers la fenêtre sombre, avant de me répondre avec une vivacité forcée. À l'époque, je n'y avais pas prêté attention. Je m'étais dit qu'elle était fatiguée. Mais maintenant, c'était un signe, clair comme de l'eau de roche, le reflet de quelque chose qui se brisait déjà à l'intérieur d'elle. Les appels téléphoniques à voix basse. Combien de fois avait-elle pris son téléphone et s'était-elle glissée dans la chambre ou, pire encore, dans la salle de bain, en activant le ventilateur? C'est ma mère, disait-elle en ressortant, son visage un peu rouge, l'air détaché. Ou c'est une amie, elle a des problèmes, je ne voulais pas te déranger. Et moi, je hochais la tête, acceptant la version officielle, trop occupé à lire mon journal ou à regarder la télévision. L'une des dernières fois, il y a moins d'1 mois, elle était sortie sur le balcon en plein hiver, emmitouflée dans une couverture, et sa voix était si basse, presque un murmure, que je n'avais capté qu'un mot, un seul, demain. Un mot anodin, sorti de son contexte, mais qui maintenant résonnait comme un serment secret. Et puis, il y avait cette distance imperceptible qui s'était installée entre nous, comme une brume froide, dense et silencieuse. Elle avait commencé par passer plus de temps au travail, des réunions tardives, des dossiers urgents. Je l'avais cru, bien sûr. C'était une femme ambitieuse, je l'admirais pour ça. Mais les dîners étaient devenus plus silencieux, les soirées, elle était souvent absorbée par son téléphone, les messages arrivant par salve, des vibrations discrètes qu'elle consultait à l'abri de mon regard. Nos rendez-vous amoureux du samedi soir, autrefois sacrés, s'étaient espacés, puis avaient été remplacés par des soirées entre amis où elle semblait chercher les rires des autres plus que la tranquillité de notre intimité. Elle avait changé de parfum il y a quelques semaines, un sillage plus puissant, moins doux, presque agressif. J'avais trouvé ça bizarre, mais je n'avais rien dit. Avait-elle changé pour lui? Pour le charmer, lui? Les matins étaient devenus plus froids, les baisers de départ plus mécaniques, ses bras autour de moi moins serrés. Les moments de tendresse spontanée avaient disparu, remplacés par une sorte de politesse distante. Chaque souvenir, chaque observation banale de l'époque, se transformait maintenant en une pièce essentielle d'un puzzle macabre. J'étais aveugle. Aveugle ou trop lâche pour voir? Le temps s'étirait, une éternité faite de poussière et de silence. Mes jambes, engourdies, réclamaient de bouger, de s'étirer. Une crampe douloureuse commençait à me tirailler le mollet gauche. Mes paumes étaient moites, le front perlé de sueur froide,
malgré la relative fraîcheur de l'endroit. J'avais du mal à respirer, l'air semblait s'être raréfié dans ce petit espace, ou peut-être était-ce juste ma poitrine qui se serrait, refusant de s'emplir complètement. Le silence du salon était lourd, épais. Avaient-ils fini leur café? Étaient-ils partis ailleurs dans l'appartement? Dans notre chambre? La pensée me fit vaciller, un vertige nauséeux. J'ai tendu l'oreille, cherchant le moindre indice, le moindre murmure qui trahirait leur présence. Chaque vibration du plancher, chaque frôlement de tissu imaginaire, me faisait sursauter. C'était un jeu cruel que je m'imposais, un supplice volontaire. Une partie de moi voulait que ça s'arrête, que je sorte, que je confronte cette réalité, aussi douloureuse soit-elle. Une autre partie, plus sombre, plus masochiste, voulait rester cachée, prolonger l'attente, espérer qu'il n'y ait rien, que tout cela ne soit qu'un horrible malentendu. Mais au fond de moi, je savais. Je savais ce que je verrais. Et cette certitude, cette horreur latente, était plus insupportable que n'importe quelle preuve visuelle. J'attendais, le corps raide, l'esprit en lambeaux, la bouche sèche comme du sable. Le temps, comme un élastique douloureux, se tendait, prêt à claquer à tout moment. Le silence de l'appartement, un instant avant, était l'écrin de ma solitude forcée dans ce placard. Un silence qui maintenant s'est fissuré, puis éclaté sous le poids d'une nouvelle réalité. Des murmures ont commencé à danser dans l'air, à flotter, à s'intensifier. Ils n'étaient plus les bruits vagues que j'avais entendus depuis mon arrivée, non. Ceux-ci avaient une substance, une direction, une intimité troublante. La voix d'Élise, d'abord un filet discret, puis plus assurée, est devenue distincte. Un son monte en elle, un rire. Et c'est ce rire, plus encore que les mots qui suivront, qui a planté la première écharde. Ce n'était pas le rire qu'elle partageait avec moi, ce rire cristallin, parfois un peu contraint, qui se forçait pour alléger une de mes blagues malheureuses ou pour exprimer une joie simple. Non. C'était un rire plus profond, plus libre, comme une eau vive qui aurait enfin trouvé son chemin, une mélodie insouciante que je n'avais plus entendue, ou peut-être jamais entendue de sa part, en des années. Un rire qui ne connaissait pas de frein, qui résonnait d'une complicité totale, d'une légèreté presque insolente. Mon corps, déjà tendu à l'extrême, a réagi par une contraction douloureuse, un nœud de muscle dans mon ventre. Mes poumons se sont sentis à l'étroit, comme si l'air du placard venait de se raréfier d'un coup. La poussière s'est mise à flotter, visible dans les interstices du bois, comme des particules de ma propre vie qui s'effritaient. Puis, des silhouettes. Elles se sont dessinées dans l'embrasure de la porte du salon, juste en face de l'entrée, là où mon regard pouvait se faufiler entre les manteaux et la légère fente du battant. Des formes. D'abord floues, comme des taches d'encre sur un parchemin vieilli, puis de plus en plus nettes à mesure qu'elles s'approchaient, se détachant du fond tamisé du salon. Elle était là, Élise. Sa silhouette familière, la courbe de son épaule, la manière dont elle penchait légèrement la tête quand elle était amusée. Mais l'homme à ses côtés. Sa stature était plus imposante que la mienne, une carrure solide, des épaules larges qui remplissaient l'espace. Il était plus grand, je crois. Ou peut-être est-ce la manière dont il la dominait d'une certaine assurance qui me donnait cette impression. Il ne se tenait pas simplement à côté d'elle, il se tenait avec elle, comme une extension naturelle de son espace. Mes yeux se sont rivés sur leurs mains. La sienne, une grande main masculine, posée sur la hanche d'Élise. Un geste d'une familiarité déconcertante, d'une possession tranquille, une main qui ne demandait pas la permission, qui ne se posait pas, mais astérisque était astérisque là. La manière dont ses doigts s'enroulaient légèrement autour de la courbe de sa taille. C'était un geste que j'avais souvent fait, sans y penser, un signe de confort, d'appartenance. Le voir sur un autre homme, le voir astérisque cet autre homme astérisque le faire avec astérisque ma femme astérisque, dans astérisque mon astérisque appartement, c'était comme recevoir un coup de pied dans la poitrine, puis le voir se répéter encore et encore, avec une lenteur insupportable. Les mots ont commencé à s'échapper de leur bouche, doux, comme des caresses sonores. Je n'entendais pas chaque phrase, mais des fragments, des intonations. Le ton de sa voix, Élise, était différent. Un filet de miel et de confidence, une douceur que j'avais cru réservée à nos rares moments de vulnérabilité, qu'elle distillait maintenant sans effort pour cet homme. Mon amour ? A-t-elle murmuré, un mot qui m'était étranger, un mot qu'elle n'avait jamais prononcé pour moi avec cette légère inflexion dans la voix, cette manière de faire durer les syllabes. Mon amour, à elle était une déclaration, pas une habitude.
Elle n'était pas mon amour, elle était son amour. Chaque syllabe s'est plantée en moi comme une écharde, une minuscule pointe de bois sec, piquant ma peau, puis s'enfonçant plus profondément. L'homme lui a répondu d'une voix grave et posée. Je ne le connaissais pas. Son timbre était réconfortant, un peu rauque. Il a glissé un mot d'une banalité totale, « Tu es magnifique ce matin », et pourtant, la manière dont il l'a dit, comme une évidence, comme une vérité qu'il constatait chaque jour, a transformé cette phrase simple en une torture raffinée. Mes doigts se sont recroquevillés, mes ongles ont commencé à creuser la chair de mes paumes. La rage a commencé à monter, une chaleur bouillonnante qui partait de mes tripes pour se propager dans mes veines, menaçant de faire exploser la fine carapace de mon sang-froid. Je voulais hurler, briser cette putain de porte de placard, les confronter. Les faire taire. Mais ma bouche était sèche, ma gorge contractée, et mes jambes refusaient de bouger, collées au plancher par une inertie glaciale. Ils ont ri de nouveau, cette fois d'une blague que je n'ai pas comprise, un rire partagé, une intimité construite sur des références que je ne connaissais pas. Des éclats de rire qui ricanaient sur les murs de ma propre maison, des éclats qui me dépossédaient de mon passé, de notre passé. J'ai senti le vertige me prendre, une nausée légère, comme si le monde entier venait de basculer, et que j'étais le seul à m'en rendre compte, seul, enfermé, impuissant. Ils se sont légèrement déplacés, se dirigeant vers le canapé où Élise et moi passions nos soirées, à regarder des films idiots, à discuter du jour qui venait de s'achever. Il a posé son bras sur le dossier, juste derrière elle, un geste presque protecteur. Et elle a souri en lui jetant un regard entendu, ce genre de regard qu'on n'échange qu'avec la personne la plus proche de soi, celle qui comprend tout sans qu'on ait besoin de rien dire. Un frisson m'a traversé, froid et amer. Ils étaient assis là, dans astérisque mon astérisque salon, avec astérisque mes astérisques livres sur l'étagère, astérisque mes astérisques photos sur la cheminée, astérisque notre astérisque plaid jeté négligemment. Et ils étaient tout pour l'autre, tout ce que nous avions été, et plus encore. J'ai vu un mouvement, un de ses doigts qui effleurait sa joue. Un geste d'une tendresse inouïe. La vue, même partielle, de cette caresse a été un coup de massue. Ce n'était pas juste une liaison, un écart. C'était une connexion. Profonde. Apparemment, établie. Leurs voix se sont faites plus faibles ensuite, leur chuchotis n'était plus audible. Je n'entendais que le murmure, l'onde de leur intimité, pas les mots. Ce n'était même pas nécessaire d'entendre les mots, le son de leur bonheur partagé, leur complicité évidente, disait tout. Pendant que j'attendais, les pensées se sont bousculées, un torrent incontrôlable. Comment Élise, ma femme, celle avec qui j'avais partagé tant d'années, tant de premières fois, tant de silences complices, comment pouvait-elle être cette femme-là, maintenant, avec cet autre homme? La femme au rire libéré, au regard doux, à la main effleurée, aux mots tendres. Était-ce une façade qu'elle me présentait depuis des années? Avait-elle toujours été ainsi, cachant cette part d'elle-même? Ou bien était-ce cet homme qui la révélait? Qui la rendait plus, elle-même? La question était un couteau tordu dans la plaie, et je n'avais aucune réponse, juste le vide et l'écho de leurs murmures. La stupeur se battait avec la rage dans mon esprit. La stupeur paralysait, me faisait douter de mes propres sens, de la réalité de la scène. C'était un rêve, un cauchemar dont j'allais me réveiller, le cœur battant, mais soulagé. N'est-ce pas? La rage, elle, m'incendiait, me poussait à l'action, à la confrontation immédiate, à l'explosion. Mais la stupeur gagnait, me laissant figé, un pantin dans l'obscurité. Chaque minute passée dans ce placard me semblait une heure, chaque seconde une éternité. L'odeur des vieux draps et du cuir des chaussures, mêlée à l'arrière-goût de café froid qui persistait dans l'air, m'enveloppait comme un linceul. J'étais le spectateur d'une pièce macabre, mon appartement la scène, ma vie le drame, et moi, l'acteur principal forcé à l'obscurité, réduit à l'immobilité. J'ai serré les dents si fort que ma mâchoire me faisait mal, sentant le tremblement de mes mains contre mes cuisses. Et j'ai attendu. Attendu pour voir jusqu'où irait ce théâtre de l'horreur. 4 heures. 4 heures à respirer l'odeur rance du cirage à chaussures et l'humidité des manteaux, replié sur moi-même, le genou contre la poitrine, les muscles raides et douloureux. Le temps s'était tordu, s'étirant en une gomme élastique qu'on étire jusqu'à la rupture, puis se contractant violemment, chaque battement de mon cœur résonnant dans cette boîte étouffante. Dehors, les voix d'Élise et de cet homme, Marc, n'étaient plus distinctes, elles se mêlaient en une symphonie basse et continue, ponctuée par des rires cristallins, des murmures,
le froissement d'un coussin, le cliquetis d'un verre posé sur la table basse. Je pouvais presque visualiser la scène, la chaleur des corps l'un contre l'autre, la lumière tamisée de notre salon, leur intimité volée que j'avais transformée en mon propre spectacle privé, macabre. La rage bouillonnait, un brasier sec dans ma gorge, mais elle était étrangement contenue, étouffée par une couche épaisse de stupéfaction. Comment avait-elle pu? Mon esprit tournait en boucle, repassant chaque fragment de notre vie, chaque sourire, chaque promesse, cherchant la faille, le moment précis où la réalité avait commencé à se déformer. Était-ce une illusion, tout ça? Est-ce que j'avais été aveugle au point de ne rien voir, rien sentir, rien comprendre? Mes jambes étaient engourdies, mes bras piquaient. Chaque infime mouvement dans l'appartement me faisait tressaillir, chaque silence soudain me glaçait le sang. J'avais envie de tousser, de me gratter le nez, mais je retenais mon souffle, immobile comme une statue de sel. J'entendais le frigo qui ronronnait doucement dans la cuisine, le sifflement lointain d'une bouilloire peut-être, des bruits si familiers, si ordinaires, qui maintenant portaient en eux l'écho d'une profanation. Ils ne savaient pas. Ils riaient, ils chuchotaient, ils existaient dans une bulle de complicité que j'avais, moi, construite pour eux. J'étais le décor, le cadre, l'idiot qui était parti en déplacement pour mieux laisser le champ libre. Puis, la tension a commencé à se relâcher, imperceptiblement. Les rires se sont fait plus espacés, les chuchotements plus rares. Un bruit de chaise qu'on recule, le froissement d'un tissu, un soupir. Mon corps s'est tendu à nouveau, chaque fibre nerveuse en alerte. Était-ce la fin? Le dénouement de cette torture sensorielle? J'ai entendu le claquement distinct d'un portefeuille sur une table, le raclement d'une fermeture éclair, puis les pas lourds, ceux que j'avais vaguement identifiés comme étant les siens, se dirigeant vers la porte d'entrée. Une dernière voix, plus grave, un mot que je n'ai pas saisi, mais dont la familiarité dans son intonation m'a percé le cœur. Et Élise. Son rire, celui que je ne lui connaissais plus, un rire libre et dénué de toute contrainte, a flotté une dernière fois avant de s'éteindre. La clé a tourné dans la serrure. Un bruit sec, métallique, qui a résonné comme un coup de fusil dans le silence devenu assourdissant. La porte s'est ouverte, puis s'est refermée, non pas avec la douceur que l'on attend d'un départ, mais avec une force brutale, un claquement lourd, résonnant dans la cage d'escalier. Un coup près. Oui, c'était ça. Le son d'une hache qui tranche. Pas ma tête, non. Mais la tête de ma vie d'avant. De notre vie. Le son final d'une exécution. Le silence est tombé. Un silence dense, plus lourd que le vacarme, qui a rempli chaque recoin de l'appartement. Je n'entendais plus que le sang qui battait dans mes tempes, un tambour frénétique. J'ai attendu encore quelques longues secondes, me forçant à respirer, à écouter au-delà du tumulte de ma propre panique. Le vide. Un vide assourdissant s'était installé. Il était parti. Il était vraiment parti. Et il ne restait qu'elle, Élise, et moi, le fantôme dans le placard. Mes muscles hurlaient. J'ai eu du mal à me déplier, mes articulations craquant, ma colonne vertébrale protestant. Chaque mouvement était un effort surhumain, comme si mon corps s'était pétrifié dans cette position contrainte. La lumière de l'entrée, pâle et grise, m'a semblé d'une violence insoutenable après l'obscurité. J'ai titubé, une jambe chancelante, le pied engourdi refusant de supporter mon poids. En sortant du placard, ma main a accroché une écharpe qui est tombée avec un bruissement étouffé, un son minuscule qui a explosé dans l'immense silence. Le sol sous mes pieds était froid, la poussière fine qui flottait dans l'air sous le rayon de lumière du jour naissant semblait danser une valse lente, indifférente à mon propre chaos intérieur. Je me suis redressé, le corps lourd, le dos courbé, comme si j'avais vieilli de 10 ans en 4 heures. L'esprit, lui, était vidé, lessivé, un champ de bataille ravagé où seules quelques ruines se dressaient encore. Je n'ai pas avancé immédiatement. Je suis resté là, dans l'entrée, les yeux rivés sur le salon, sur ce lieu où s'était déroulée la scène. Le canapé était légèrement froissé, un coussin de travers. Une mèche de cheveux longs, bruns, ceux d'Élise, était posée sur le dossier, comme un indice oublié, une trace de leur passage. Sur la table basse, à côté d'un livre qu'elle lisait, traînaient 2 verres vides, l'un à côté de l'autre. Leur rebord, légèrement maculé d'une empreinte de doigt, racontait leur propre histoire. Et bien sûr, la cuisine. La lumière y était encore allumée. J'ai avancé, lentement, pas après pas, comme un somnambule.
Chaque mouvement était une victoire sur l'engourdissement et la douleur. J'ai traversé le couloir, le parquet craquant sous mes pas. Elle était là. Élise. Elle était debout devant l'évier, le dos tourné, en train de rincer une des deux tasses. La tasse de Marc, sans doute. Elle n'avait pas entendu le claquement de la porte de l'entrée, occupée par ses pensées, par le souvenir encore frais de son amant. Son épaule était dénudée, sa robe de chambre de soie grise, celle que je lui avais offerte pour nos 5 ans de mariage, glissant légèrement. La lumière du matin filtrait par la fenêtre, éclairant la fine poussière sur les plans de travail, le reflet métallique des robinets. Le monde continuait de tourner, avec ses détails banals et insistants, malgré mon effondrement. J'ai juste posé mon sac de voyage au sol, un bruit sourd, presque imperceptible. Elle a sursauté. Elle s'est retournée, la tasse encore à la main, l'eau du robinet coulant doucement derrière elle. Son visage. Oh, son visage. Jamais je n'avais vu une telle transformation. La surprise a d'abord élargi ses yeux, un étonnement innocent qui a duré moins d'une fraction de seconde. Puis, la reconnaissance. Le bleu de ses yeux est devenu une mare sombre, sans fond. Toute la couleur s'est retirée de sa peau, aspirée, comme si une main invisible avait vidé la vie de ses joues. Ses lèvres ont tremblé, une légère pulsation. Le blanc de son visage contrastait violemment avec la tache écarlate sur sa joue, une tache qui n'était pas de la colère, mais de la honte, du choc. Elle a haleté, un son étouffé, presque un hoquet. La tasse, mouillée, a glissé de ses doigts engourdis, et s'est brisée en mille éclats sur le carrelage de la cuisine, un fracas assourdissant qui a déchiré le silence. Personne n'a crié. Je n'ai pas crié. Ma gorge était serrée, mes cordes vocales atrophiées par 4 heures de silence forcé, par la douleur muette. Il n'y a pas eu de mots, pas d'accusations hurlées, pas de pleurs immédiats. Juste le silence qui s'est refermé sur nous, plus dense encore que le précédent, plein du bruit des tessons de porcelaine qui roulaient sous nos pieds, plein de l'écho assourdissant des non-dits qui ont brisé nos années de vie commune. Je l'ai regardé, longuement. Mon regard glissait sur son visage figé, sur ses yeux paniqués, sur l'échine de sa nuque. Elle était là, devant moi, et en même temps à des années-lumière. Une étrangère. Celle que j'avais aimée, la femme que j'avais épousée, s'était évanouie, remplacée par cette silhouette pâle, tremblante, dont le regard fuyant tentait de s'accrocher à n'importe quoi d'autre qu'à moi. Les mots n'étaient pas nécessaires. Chaque fibre de mon être parlait, criait, souffrait. Et elle le savait. Elle savait. Elle lisait la désolation dans mes yeux, la fin du monde dans ma posture. Un murmure. C'est tout ce qui est sorti de ma gorge. Rauque, brisé, plus un souffle qu'une voix. Pourquoi? Ce mot simple, ce fil ténu, a été le seul pont jeté entre nos deux mondes qui venaient de s'entrechoquer. Un pont déjà rompu. Elle n'a pas répondu. Elle a juste tremblé. Le goût des cendres était sur ma langue. Un goût âcre, amer, de quelque chose qui a été brûlé, consumé, réduit en poussière. Le goût de la fin d'une ère. Le goût de ma maison, de mon mariage, de mes illusions. Tout était parti en fumée, et il ne restait plus que ça, ce goût persistant, cette sensation de néant et de destruction qui s'était installée en moi. L'appartement sentait le café froid et la trahison. Les jours qui ont suivi? Un brouillard. Une sorte de coton épais dans mon crâne, qui étouffait les sons et floutait les bords du réel. Le temps s'est mis à glisser comme du sable fin entre mes doigts serrés, une matière insaisissable. Je me souviens d'éclairs, l'odeur persistante du café froid dans la cuisine, gravée dans les fibres du bois, dans l'air même, le silence assourdissant qui tombait chaque fois qu'Élise et moi nous croisions dans l'appartement, comme une chape de plomb. Nos échanges étaient devenus des sculptures de glace, taillées au couteau, chaque mot pesé, dénué de la moindre chaleur, de la moindre étincelle de l'intimité que nous avions partagée. Il n'y a pas eu de cris, non. Pas après ce matin-là. Les cris auraient signifié une passion, une douleur encore vive, capable de se manifester. Ce n'était que l'agonie lente d'une chose déjà morte. Je me souviens d'une après-midi. Le soleil tapait sur la vitre du salon, illuminant les poussières dans l'air. Elle était assise sur le canapé, le même canapé où, quelques jours plus tôt, ses mains avaient effleuré un autre homme. Ses yeux, d'habitude si vifs, étaient éteints, posés sur un point lointain. J'étais debout, les mains plongées dans mes poches, sentant la texture rêche du jean contre mes doigts. « Il faut qu'on parle », avais-je dit.
Ma voix sonnait étrangère à mes propres oreilles, grave, sans inflexion. Elle n'a pas bougé. Juste un très léger mouvement de sa nuque, un assentiment silencieux. Des papiers. L'appartement. Les comptes. Chaque mot était un clou dans le cercueil de notre vie commune. Elle a hoché la tête de nouveau. Pas une larme. Pas une justification. Juste un voile d'acceptation, ou peut-être de soulagement, qui me transperçait bien plus que n'importe quelle colère. Mon estomac se tordait. Est-ce qu'elle se sentait coupable? Ou simplement libérée de la mascarade? Je ne pouvais plus lire ses pensées, ces signaux que je pensais connaître par cœur s'étaient dissous. Les démarches administratives, c'est une violence impersonnelle. Des formulaires à remplir, des lignes à cocher, des rendez-vous chez des avocats au sourire contraint et au regard de pitié que je refusais d'affronter. Je signais des documents qui démantelaient notre existence, feuille par feuille. Chaque paraphe traçait un trait définitif sur un PAN de notre histoire. Madame, monsieur, veuillez cocher la case appropriée. La case appropriée. Quelle ironie. Y avait-il une case pour le cœur qui saigne, pour les promesses brisées, pour le vide qui s'installait? L'encre de mon stylo semblait lourde, poisseuse, chaque trait une entaille. Je me souviens de l'odeur du papier neuf, des dossiers cartonnés, de ce parfum d'indifférence bureaucratique qui recouvrait la putréfaction de mon mariage. Le café. Ce satané café. Je ne pouvais plus en boire. Son amertume était devenue l'écho amer de ma propre vie. Le simple fait d'en sentir l'arôme flotter depuis le bistrot du coin me donnait la nausée, ravivant l'image des 2 tasses sur la table, la vapeur s'élevant doucement, un instant suspendu avant que tout ne bascule. L'appartement. Notre appartement. Les murs, jadis si doux, si enveloppants, sont devenus des spectateurs muets de notre déroute. Avant, ils chuchotaient les échos de nos rires, de nos disputes passionnées, de nos confidences nocturnes. Maintenant, ils se contentaient d'absorber le silence, de refléter la lumière grise des matins sans espoir. Chaque objet, chaque recoin portait le poids d'un souvenir, d'une projection future anéantie. Le cadre photo sur la commode, où nous posions, jeunes, insouciants, le sourire aux lèvres, est devenu une relique insupportable. La plante verte dans le coin du salon, que nous arrosions ensemble le samedi matin, semblait dépérir, comme si elle aussi ressentait l'absence d'amour. J'ai commencé à ranger mes affaires, trier. Chaque pull plié, chaque livre rangé était une piqûre. Ce livre qu'elle m'avait offert, cette chemise qu'elle aimait me voir porter. Devais-je tout jeter? Tout brûler pour effacer? Ou conserver des bribes, des fragments de ce qui avait été? C'est ça, le déchirement. Ne plus savoir ce qui est un souvenir doux et ce qui est un instrument de torture. Les bruits de la ville, filtrés par la fenêtre, me semblaient plus lointains, comme si j'étais enfermé dans une bulle de verre, observant le monde sans pouvoir le toucher. Je passais mes doigts sur les textures familières, le grain du bois de notre table de chevet, le tissu doux du plaid jeté sur le canapé. C'était comme caresser un fantôme. La pièce semblait respirer l'absence, l'air chargé d'un poids invisible. Le déménagement. Une entreprise absurde, une translation forcée de ma propre existence. J'ai choisi un appartement plus petit, plus spartiate. Loin de tout ce qui pouvait me rappeler. C'était un cube blanc, lumineux, mais froid. Tellement froid. Les meubles que j'avais gardés, quelques cartons de livres, un matelas posé à même le sol, semblaient perdus dans l'immensité de cet espace vide. Le silence là-bas était une entité à part entière, écrasante, palpable. Il ne s'agissait plus du silence tendu de l'appartement partagé, mais d'un vide absolu, une absence totale de son familier. Pas le cliquetis de ses bijoux sur le lavabo le matin, pas le fredonnement de la radio qu'elle laissait parfois, pas le bruit de ses pas légers traversant le couloir. Rien. Juste le mien. Mes propres pas, résonnant avec une étrange gravité sur le parquet, l'écho de ma propre solitude. Parfois, je m'asseyais simplement, le regard perdu dans le blanc des murs, et j'attendais un bruit, n'importe lequel, un signe de vie, comme un noyé qui attendrait une bouée. Mais rien ne venait. Et ce vide, cette absence, devenait peu à peu mon nouveau décor, ma nouvelle réalité. Je marche. Je marche beaucoup, maintenant. Les mains dans les poches, les épaules un peu voûtées, le regard souvent fixé sur le béton fissuré des trottoirs. La ville grouille autour de moi, indifférente. Les rires des couples, les cris des enfants,
le tumulte des bus et les klaxons des voitures, tout ça défile comme un film auquel je n'appartiens plus. Je suis un spectateur, un fantôme parmi les vivants. Et dans cette marche, dans cette errance sans but précis, mes pensées s'en mêlent et se démêlent, inlassablement. Est-ce que l'amour est un verre que l'on jette quand il se brise? Une fois la fissure apparue, une fois les éclats dispersés, ne reste-t-il plus qu'à balayer, à oublier la forme qu'il avait, le liquide qu'il contenait? Est-ce que toute cette histoire, cette vie partagée, est désormais à reléguer au rang des erreurs, des illusions bonnes à jeter, sans même un regard en arrière? Ou bien chaque éclat porte-t-il encore l'empreinte de ce qu'il contenait? Chaque fragment de ce verre brisé, aussi petit et coupant soit-il, ne retient-il pas un peu de cette eau, de ce vin, de ce breuvage que l'on a bu à deux? Est-ce que la mémoire, même douloureuse, ne préserve pas une essence, une leçon, un fragment de vérité sur soi-même, sur l'autre, sur la fragilité des liens? Ces éclats, même s'ils me lacèrent encore les doigts quand j'essaie de les ramasser, ne sont-ils pas le témoignage de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai aimé, de ce que j'ai perdu? Il n'y a pas de réponse simple. Il n'y a pas de manuel pour se relever, pas de formule magique pour effacer les images, les odeurs, les trahisons. Juste ce vide, et ces éclats. Et la lente, infinie reconstruction d'un chemin, pas à pas, sans savoir vers quoi, sans savoir où mènera ce goût persistant de café amer sur ma langue.